Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver après la traditionnelle pause du journal du début du mois d'août. Vous avez pu profiter durant cette période et vous pouvez toujours consulter nos programmes d'été qui ont rencontré un franc succès. En ce milieu de mois d'août, vous êtes plus de 950 000 à nous suivre sur YouTube. Un petit effort pour le million. Regardez ce journal, partagez-le et cliquez sur le pouce vers le haut. Et pour démarrer cette nouvelle édition, retrouvez à la une de ce journal un point sur la guerre en Ukraine et un retour sur le sommet russo-américain du vendredi 15 août. Une page de politique nationale ensuite avec le Premier ministre François Bayrou qui gesticule sur YouTube pour tenter de rallier les Français à sa cause budgétaire. Et enfin, l'actualité régionale avec l'Alsace et surtout les Alsaciens qui ne veulent toujours pas de la région Grand Est 10 ans après sa création. Après la rencontre historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, c'est désormais le président ukrainien qui est attendu ce soir à Washington pour discuter d'une possible sortie de guerre. L'Europe est à la ramasse. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. 8 mois après son retour aux affaires, Donald Trump, après de multiples rodomontades au sujet de la guerre en Ukraine, a reçu son homologue russe Vladimir Poutine aux États-Unis, plus exactement en Alaska. Les deux présidents ont échangé pendant près de 3 heures, ce qui laisse entrevoir un succès en demi-teinte de cette rencontre, puisqu'elle n'a pas été aussi brève que certains le redoutaient, mais elle ne s'est pas non plus éternisée, l'éventualité d'un déjeuner en commun ayant été annulée. Si les deux présidents n'ont sur place que très peu communiqué au sujet du contenu de leur discussion, en dehors des commentaires sur place et ultérieurs de Donald Trump, tout laisse entrevoir que des échanges et concessions territoriales seraient demandés à l'Ukraine afin de mettre un terme au combat. Même s'ils n'ont pas communiqué sur le fond de leur discussion, il est très probable qu'ils se soient mis d'accord sur les termes d'une fin de guerre et notamment d'un accord de paix avec des échanges de territoires et donc des concessions territoriales de la part de l'Ukraine. Essentiellement, alors on s'orienterait vers l'abandon des revendications territoriales russes sur les parties des oblasts de Kherson et de Zaporijia qui ne sont toujours pas conquis par les forces russes, mais par contre, les forces ukrainiennes devraient abandonner le reste des parties des oblasts, des 2 oblasts du Donbass que les Russes n'ont toujours pas conquis intégralement. Première hypothèse, les Ukrainiens acceptent les termes de cette fin de guerre avec les échanges de territoire. Donc là, les Russes sont gagnants. Deuxième hypothèse, les Ukrainiens, appuyés en cela par les Européens qui, en fait, par leur cécité stratégique, font le jeu des Russes, poussent les Ukrainiens à refuser et les appuient dans ce refus de cet accord basé sur des échanges de territoire, eh bien les Russes continuent la guerre et du fait de la guerre d'attrition qu'ils conduisent depuis novembre 2022 avec un épuisement pas tant des forces ukrainiennes mais surtout de la société ukrainienne, de l'économie ukrainienne et de l'État ukrainien, eh bien ils finiront par atteindre leurs objectifs par les armes et peut-être iront-ils au-delà et que en cette fin de guerre future, eh bien, les termes de la fin de guerre pourraient être beaucoup plus cruels et désavantageux pour l'Ukraine. Du côté de la ligne de front, les combats et les attaques de drones n'ont pas cessé de part et d'autre, pas même durant la rencontre Poutine-Trump. On observe que depuis plusieurs semaines, une avancée importante des troupes russes, tout à fait inédite depuis le quasi-gel de la ligne de front à l'automne 2022 avec la retraite des forces russes de Kherson. Pour rappel, l'une des nouveautés du conflit actuel en Ukraine est la généralisation de l'utilisation des drones civils dans l'observation et les combats, rendant presque impossible les grandes offensives de troupes et de chars et contraignant les belligérants à se répartir en très petits groupes qui s'observent en permanence et en direct grâce aux drones. C'est ainsi que ces derniers jours, les forces armées russes ont progressé d'une bonne dizaine de kilomètres dans le secteur de Pokrovsk, l'une des villes fortifiées depuis une décennie par l'armée ukrainienne. Si aucune percée de grande envergure n'a encore eu lieu, selon Hervé Carès, cela pourrait toutefois se produire dans les prochains mois, dans un scénario comparable à la fin de la Première Guerre mondiale. D'une certaine manière, on pourrait faire un paradigme historique avec la situation de l'Allemagne en 1918 et des forces allemandes sur le front occidental en 1918, avec des forces qui tenaient toujours le front et qui, à un moment donné, par épuisement, par manque de ressources, par manque de ressources humaines notamment, que l'un des centres de gravité ukrainiens qui est le plus attaqué par la stratégie d'attrition russe, c'est la ressource humaine mobilisée et mobilisable, eh bien ces forces allemandes se sont délitées et ont lâché leur position. Et il se pourrait que, dans les mois qui arrivent,
parce que la stratégie d'attrition, c'est un mal pernicieux qui ronge peu à peu l'adversaire. On assiste à des délitements d'unités, ça a commencé plus ou moins sur le plan tactique, des délitements d'unités, des effondrements partiels du front et peut-être une reprise des grandes avancées opératives russes telles qu'on avait pu les observer. En attendant, comme toujours, les Européens sont relégués au second rang et devraient a priori être laissés devant la porte lorsque Donald Trump recevra le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors qu'ils avaient fait le choix de l'accompagner pour sa rencontre avec Donald Trump. D'ores et déjà, les principaux dirigeants européens, d'Ursula von der Leyen en passant par Emmanuel Macron, ont fait savoir qu'ils s'opposaient à toute cession territoriale de la part de l'Ukraine en faveur de la Russie, ce qui n'a évidemment aucune chance de recevoir l'approbation de Moscou. Quant à Trump, à ce sujet, il a rappelé sur les réseaux sociaux que c'est sous Obama, en 2014, que l'Ukraine a perdu la Crimée et que par ailleurs l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est inenvisageable. Au final, en cas d'échec de ces négociations, s'il y a peut-être un point sur lequel tout le monde pourra tomber d'accord, c'est l'éventualité de l'adhésion à terme de l'Ukraine à l'Union européenne, puisque cela ferait porter aux seuls Européens le fardeau de sa reconstruction et de la gestion de son après-guerre. En attendant, Donald Trump pourrait se laver les mains de l'échec des négociations, tandis que Vladimir Poutine pourrait continuer la guerre jusqu'à épuisement humain de l'Ukraine et économique de l'Europe. Un cataclysme dont il est peu vraisemblable que l'Ukraine et l'Europe se remettent au cours du siècle. Bayrou, le youtubeur centriste de l'été, le Premier ministre tente de défendre son budget dans une opération de communication estivale. Le point. Bonjour à tous. C'est un peu le tube de l'été du MoDem, en mal de communication ou à la peine dans sa communication. Le Premier ministre François Bayrou s'est mué en youtubeur le temps de l'été, s'essayant à un échange avec les Français ou en tout cas les quelques dizaines de milliers qui ont prêté importance à son petit show estival depuis son lancement le 5 août. Si la première vidéo a attiré 130 000 personnes, les suivantes peinent, oscillant entre 8 000 et 38 000. Au programme des échanges qui se veulent interactifs et un chef du gouvernement qui fait mine d'être à l'écoute. Je m'étais engagé, lorsque nous avons commencé cette communication, à faire que vous puissiez participer, si vous le souhaitez, par vos questions, par vos propositions, par vos suggestions, à cet effort si difficile de redressement du pays. Un redressement du pays comme horizon lointain, mais des coupes budgétaires et surtout des hausses d'impôts à court terme, d'où la nécessité de surcommuniquer pour préparer les esprits à l'épineux examen du budget 2026. Face à une impopularité record avec 18% d'opinion favorable selon IFOP, François Bayrou s'inspire d'une vieille formule politicienne consistant à jouer la proximité. De Pierre Mendès France à Valéry Giscard d'Estaing, ils sont nombreux à avoir eu recours à cette manœuvre. Depuis le 14 août, il invite même à participer via l'application Agora ou l'adresse fbdirect@premierministre.gouv.fr, promettant d'écouter suggestions et questions tout en évitant les injures, ce qui ne doit pas être une mince affaire pour ces équipes qui ne doivent pas passer les meilleures vacances d'été de leur vie. Cette démarche intervient dans un contexte tendu. Le budget 2026, présenté mi-juillet, prévoit 44 milliards d'euros d'économies avec des mesures qui divisent comme le gel des dépenses de l'État, des prestations sociales et des retraites ou la suppression de 2 jours fériés. Ces propositions, critiquées comme frappant les classes populaires et moyennes, ont suscité l'ire de l'opposition. Le Parti socialiste exige une réduction de moitié de l'effort budgétaire pour éviter l'austérité, tandis que la France insoumise, menée par Jean-Luc Mélenchon, appelle à une motion de censure et soutient un mouvement de blocage prévu le 10 septembre. Ce mouvement, qui s'inspire des Gilets jaunes, semble désormais largement acquis à la gauche et semble être condamné à l'échec. Sans majorité à l'Assemblée, François Bayrou risque une censure par la gauche et le Rassemblement national, rendant l'adoption du budget très incertaine. Pour éviter de se voir censuré par le RN, le Premier ministre relance son projet de banque de la démocratie, visant à faciliter le financement des campagnes électorales, notamment pour des partis comme le RN, souvent refusés par les banques privées, dont les dirigeants sont généralement acquis à la classe dirigeante socialo-macroniste. Annoncé dès 2017, ce fonds, adossé à la Caisse des dépôts et consignations, pourrait voir le jour via une proposition de loi déposée à la rentrée par le LR Philippe Gosselin et la présidente de l'Assemblée, la très communicante Yaël Braun-Pivet.
Si le projet suscite un consensus de principe, des obstacles techniques comme les critères d'octroi des prêts et la prévention des risques d'ingérence pourraient le retarder. Le calendrier parlementaire chargé, dominé par le budget, pourrait également repousser son examen. François Bayrou et son gouvernement devraient donc miser sur une dramatisation de l'enjeu budgétaire. La nécessité qui est devant nous, qui pèse sur nos épaules et que nous ne pouvons pas mettre de côté. Parce que les jours que nous allons vivre pendant ces semaines du mois d'août et du début du mois de septembre, ces jours sont absolument cruciaux. C'est le moment où tout va se jouer. Tout va se jouer. Non pas pour le pays qui est déjà bien mal barré depuis longtemps, mais surtout pour François Bayrou, qui est sur la sellette. Celui que les Français ont rejeté 3 fois lors d'élections présidentielles et qui a personnellement voté François Hollande au second tour en 2012, puis soutenu Emmanuel Macron en 2017, puis 2022, se trouve peut-être au crépuscule de son aventure gouvernementale. En cas d'échec, il prophétise un chaos politique comme s'il était devenu indispensable. Persistant dans sa démarche de surcommunication et prêchant probablement un peu dans le désert, il devra compter sur un improbable accord d'ici l'automne pour son budget, ou compter sur le RN pour sauver son scalp. En cas de chute du soldat Bayrou, il n'existe cependant pas vraiment d'alternative pour l'heure, à moins d'envisager une nouvelle dissolution à l'issue assez imprévisible. Les Alsaciens ne veulent toujours pas de la région Grand Est. Une décennie après sa création, un nouveau sondage vient de le confirmer, alors que la France est en plein débat sur son déficit budgétaire et son organisation territoriale. Imaginée sur un coin de table par le président Hollande en 2015, la région Grand Est, regroupant Alsace-Lorraine et Champagne-Ardenne, ne passe toujours pas auprès des Alsaciens. C'est en tout cas ce que vient de confirmer un énième sondage en la matière, selon lequel 72% des Alsaciens voteraient par référendum en faveur du retour à une région Alsace, si toutefois, bien évidemment, on leur posait la question. Pour rappel, en 2015, la réforme territoriale a fait diminuer le nombre de régions françaises de 22 à 13 avec des regroupements de régions existants. Mais, à l'exception du regroupement des 2 régions normandes, cette réforme n'a jamais convaincu les administrés ni permis les économies qui étaient promises. Mais si la réaction générale a plutôt été une certaine indifférence, en Alsace, le projet a suscité dès le départ une hostilité massive de la population et des élus, en particulier à partir du moment où le projet de fusion des régions Alsace et Lorraine s'est vu ajouter la Champagne-Ardenne. Fait rare dans l'histoire contemporaine, des manifestations importantes animèrent les principales villes alsaciennes fin 2014 en faveur de la préservation de la région Alsace. Dans ce sillage, le parti autonomiste Unserland en profite pour effectuer une percée électorale significative. Assez rapidement, pourtant, plusieurs cadres LR influents en Alsace, tels le président de la région Alsace, Philippe Richert, ou le maire de Mulhouse, Jean Rotner, se rallient progressivement à l'idée d'une région Grand Est. Tous deux finissent toutefois par quitter la vie politique. Philippe Richert, qui avait défendu pendant longtemps l'idée de la fusion des 3 collectivités alsaciennes, région Alsace, département du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, était au demeurant ressorti très déçu de l'échec du référendum d'avril 2013, où une majorité d'Alsaciens s'était prononcée en faveur d'une fusion, mais avec une participation insuffisante pour que le référendum soit valide. Une occasion manquée pour l'Alsace. Parallèlement à la consolidation du Grand Est en 2021, pour compenser la frustration des Alsaciens de ne plus avoir leur région, le pouvoir central finit par valider la création d'un département unique, requalifié pour l'occasion de Collectivité européenne d'Alsace ou CEA, qui fusionne les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et lui donne quelques compétences supplémentaires. Mais la volonté alsacienne de sortir malgré tout de la région Grand Est n'a jamais cessé. Elle s'exprime à intervalles réguliers par la voix de Frédéric Bierry, président de la Collectivité européenne d'Alsace, qui a notamment organisé début 2022 une consultation à laquelle plus de 150 000 personnes ont répondu très favorablement à l'idée d'une sortie du département alsacien de la région Grand Est. Mais l'espérance que cette consultation organisée à proximité de la présidentielle de 2022 aboutisse à un changement n'a pas été suivie d'effet. Et pourtant, en 2022 comme en 2024, l'Alsace est l'une des régions qui a donné la plus grande proportion de députés macronistes de tout le territoire français. Le dernier sondage, publié ces dernières semaines, confirme, selon Jean-Georges Trouillet, président du parti autonomiste Unserland, la constance des Alsaciens, mais aussi la constance du pouvoir central de ne pas écouter leur volonté. Ça dit plusieurs choses.
Ça dit la première chose, c'est que les Alsaciens sont constants, qu'ils affirment avec force maintenant depuis plus de 10 ans qu'ils veulent sortir du Grand Est, cette région qui leur a été imposée, au même titre qu'elle a été imposée aux Lorrains et aux Champardonnais. Et que donc finalement, ce serait un mauvais calcul de compter sur l'usure des Alsaciens, puisque voilà, ils démontrent une nouvelle fois de plus qu'ils n'ont pas changé d'avis et qu'ils ne comptent pas changer d'avis. Ça dit également autre chose. Ça dit que face finalement à cette détermination populaire alsacienne, qui est maintenant largement prouvée, puisque qu'est-ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent, que ce soit au niveau de la population, au niveau des sondages, des propositions de loi, des différentes lettres ouvertes, pétitions, etc. Finalement, ça dit une chose, c'est que la volonté alsacienne est clairement exprimée, mais qu'en face, l'État ne fait rien. L'État préfère faire pourrir le jeu. Et finalement, on se rend compte que face à une volonté unanime, je dirais presque, il y a le poids que pèsent quelques apparatchiks, quelques amitiés politiques, et finalement, au nom de ces petits calculs politiciens, l'avis de la population alsacienne, visiblement, ne pèse pas assez. Et ça dit une troisième chose, c'est que la France qui veut faire la paix dans le monde, qui a un avis sur tout, à la fois en politique intérieure, en politique extérieure, la France qui veut s'attaquer à sa dette, etc. Moi, je constate que si elle n'est pas capable, finalement, de faire un découpage régional qui corresponde aux attentes de la population, finalement faire quelque chose de simple et qui ne coûte pas grand-chose, si elle n'est même pas capable de faire ça, alors il ne faut pas attendre qu'elle soit capable de faire autre chose. En attendant, une nouvelle mesure d'économie vient frapper directement les lycéens alsaciens, puisque l'on vient d'annoncer pour la rentrée prochaine la suppression pure et simple de l'option LCR, langue et culture régionale d'Alsace, pour des raisons budgétaires. Une annonce qui ne devrait a priori pas réconcilier les Alsaciens avec l'État centralisé. Passons à présent à l'actualité en bref en France. La canicule recule, sauf dans 7 départements du sud de l'Hexagone. L'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, le Var et le Vaucluse sont encore en vigilance orange, selon Météo France ce 18 août, et le seront encore demain mardi. Soit 9 jours d'alerte continue pour ces départements. L'épisode de forte chaleur a pris fin dimanche soir dans les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Ariège, la Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Au plus fort de cet épisode caniculaire, le 12 août, 78 départements étaient en vigilance rouge ou orange. Les lieux de culte chrétiens toujours pris pour cible en France. Samedi matin, 2 églises de Seine-Saint-Denis à Pantin et La Courneuve ont été vandalisées par un individu selon une source policière. À l'église Sainte-Marthe de Pantin, près du métro 4 chemins, l'homme a brisé des statuettes, arraché des affiches et cassé des chaises avant de s'enfuir. En début d'après-midi, il s'est rendu à l'église Saint-Yves de La Courneuve où une messe était en cours et a endommagé des bougeoirs et autres objets dans la nef. Interpellé par la brigade anticriminalité, le suspect identifié comme un consommateur de crack en crise, portait un couteau suisse. Il a été placé en garde à vue. Les quelques 20 fidèles présents ont été évacués calmement. Une enquête est en cours. Manuel Valls va tenter de négocier avec les indépendantistes kanaks. Le ministre des Outre-mer est attendu le 19 août à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, pour sauver l'accord de Bougival rejeté par le Front de libération nationale kanak socialiste. L'accord, selon lui, doit permettre la création d'un État de Nouvelle-Calédonie et une nationalité calédonienne et une compétence en relations internationales. Mais le FLNKS a décidé de rompre les discussions sur cet accord, le jugeant incompatible avec les acquis et fondamentaux de sa lutte. Soulignons que Manuel Valls se rend à Nouméa alors que le leader indépendantiste Christian Tin a été mis en examen pour son rôle présumé dans les émeutes de 2024 et se retrouve depuis interdit de séjour en Nouvelle-Calédonie. Des accusations sans fondement selon le Quai d'Orsay. Le Mali a diffusé le 14 août la photo d'un Français, Yann Vézilier, quinquagénaire employé de l'ambassade de France à Bamako, l'accusant de travailler pour les renseignements français. Dans un même communiqué, la junte au pouvoir a fustigé des États étrangers d'être derrière une tentative de déstabilisation menée par un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes. Le pouvoir a mené une opération de purge dans l'armée avec l'arrestation de 55 militaires, dont 2 généraux. Un dialogue est en cours avec les autorités maliennes afin de dissiper tout malentendu et obtenir la libération sans délai du ressortissant français, a indiqué le Quai d'Orsay. L'actualité internationale en bref. La crise se poursuit en Serbie. Pendant 6 nuits de suite, des heurts ont éclaté entre manifestants anticorruption et forces de l'ordre, notamment à Valjevo, Belgrade et Novi Sad.
À Valjevo, des hommes masqués ont incendié des locaux vides du parti progressiste serbe, le SNS du président Aleksandar Vučić, avant d'affronter la police avec des pierres et des engins pyrotechniques. La police a riposté avec des grenades assourdissantes et du gaz lacrymogène. Ces violences font suite à des mois de manifestations déclenchées par l'effondrement d'un auvent en béton à la gare de Novi Sad en novembre 2024, imputé à la corruption. Les manifestants, menés par des étudiants, réclament des élections anticipées tandis que Vučić dénonce un complot étranger. Les deux camps s'accusent mutuellement des violences. Depuis 15 jours, la situation à Gaza s'est aggravée avec l'intensification des opérations militaires israéliennes visant officiellement à défaire le Hamas. Dimanche, le chef d'état-major israélien Eyal Zamir a annoncé un plan concentrant les efforts sur Gazaville avec un déplacement prévu des civils vers le sud pour leur protection, un départ que d'aucuns appelleront une déportation. Les frappes et incursions au sol ont causé des centaines de morts, dont 730 Palestiniens entre le 30 juillet et le 6 août, selon le ministère de la Santé de Gaza. Les conditions humanitaires se détériorent avec 86% des terres agricoles endommagées et une crise alimentaire aiguë. Les critiques internationales s'amplifient, notamment s'agissant des violations des lois humanitaires. Après 5 longues années, un jour de victoire pour 1820 ex-employés de la compagnie aérienne Qantas. Licenciés abusivement en 2020 lors de la crise Covid, ils ont obtenu gain de cause. Ils toucheront 22 millions d'euros et le syndicat des travailleurs de transport 28 millions. Qantas avait renvoyé ses salariés et fait appel à la sous-traitance en août 2020 alors que le secteur faisait face aux fermetures généralisées des frontières et aux mesures de confinement. L'appareil judiciaire australien avait jugé que la compagnie avait empêché les membres du personnel d'exercer leur droit à mener une négociation collective et à faire grève. Grosse cylindrée et gros budget, la 600e Ferrari Daytona SP3 numérotée 599+1 a été vendue aux enchères par RM Sotheby's pour un record de 26 millions de dollars, soit un peu plus de 22 millions d'euros. Ce modèle unique était présenté lors du concours d'élégance de Pebble Beach, un événement californien qui a lieu tous les ans le 3e week-end d'août depuis 1950. Issue du programme Tailor-Made, cette Ferrari Daytona SP3 se distingue par sa carrosserie bicolore en fibre de carbone et giallo modena, ornée du logo Ferrari. Une première. L'intérieur utilise un tissu innovant issu de pneus recyclés et un tableau de bord en fibre de carbone de Formule 1. Propulsé par un V12 6,5 litres de 840 chevaux, cette SP3 porte une plaque attestant de son exclusivité. Les fonds bénéficieront à la Fondation Ferrari pour des projets éducatifs, notamment la reconstruction de l'école Avison Charter School en Californie. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Ce soir, vous avez rendez-vous avec un de nos programmes d'été passionnants consacrés à un militaire reconverti dans la sculpture. À demain pour un nouveau journal.